Voilà. À la limite, il faut lui envoyer le lien à Yann, peut-être, non? Bonjour à vous tous. Vous qui nous regardez là où vous êtes, chez vous, sans oublier les accros du réseau social, les followers, comme on les appelle. Merci. Merci d'être là. Merci de rester fidèle à EcoClub. Dès le début, je précise, aujourd'hui, nous sommes un jour bien particulier. Bien particulier parce que c'est le jour de l'anniversaire, en tout cas, c'est la date d'anniversaire de la mort d'un célèbre Guadeloupéen, musicien, en la personne de, faut-il le nommer, Patrick Saint-Éloi. Donc, jour particulier mérite nécessairement qu'on lui fasse un clin d'œil. Ce clin d'œil, ce lui sera fait. Et vous, téléspectateurs, nous vous demandons pour la circonstance de vous associer à ce message de souvenir qui sera fait en fin d'émission avec une diffusion d'un de ces morceaux, comme on peut le dire, morceau choc. J'annonce absolument rien concernant ce morceau. Il vous sera diffusé à la fin de l'émission. Donc c'est un moment de souvenir. C'est la mort, c'est l'anniversaire de la mort de Patrick Saint-Éloi. Paix à son âme. Un de ces morceaux lui sera consacré, je le répète, en fin d'année. En fin d'émission. Et nous venons donc à notre journée d'émission, EcoClub. Le thème vous sera précisé à l'antenne. Mais au stade où nous en sommes, je vais donc ouvrir la musique. La Guadeloupe n'est pas déconnectée des problématiques du monde. La tempête Fiona, qui a frappé notre territoire dans les nuits de vendredi à samedi, vient tragiquement nous le rappeler. Quelles sont les problématiques de ce 21e siècle? Eh bien, elles sont multiples. Elles sont économiques, elles sont sociales, alimentaires, elles sont énergétiques, elles sont aussi écologiques. Elles sont environnementales, elles sont climatiques, elles sont aussi sanitaires et aussi sécuritaires. Voilà un peu, très rapidement, une description, une citation plutôt de ces problématiques. Et nous constatons bien que cet ensemble de problématiques constitue donc un système avec des interdépendances et lequel système, il faudra donc y trouver des solutions. La Guadeloupe fait partie de grands ensembles institutionnels, le national et le supranational, qui sont tributaires aussi des aléas, des fluctuations du global. Le pays Guadeloupe, comme on l'appelle, est dans une dépendance congénitale, explicative, disent certaines personnes, de l'éternelle morosité de notre territoire. Il s'agira donc de cibler, d'analyser les crises que traverse le pays Guadeloupe et surtout de proposer des alternatives de sortie pour définitivement rompre avec les politiques publiques à coup d'overdose de morphine sociale. Alors que le national annonce la fin de l'abondance. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et à vous les clubistes ici réunis, et à notre ami Nico aussi, que nous allons recevoir en visio. Voilà donc le cocktail thématique qui nous rassemble aujourd'hui.
Le titre de notre émission, je l'annonce, sera écrit à l'antenne, la Guadeloupe, Crisis. Vous allez me demander pourquoi cette combinaison, parce que c'en est une. C'est une combinaison linguistique, binaire, qui sert tout simplement d'accroche à l'émission. Vous le savez, c'est-à-dire, une fois que vous ouvrez votre antenne, vous regardez, vous voyez donc Guadeloupe, Crisis, vous vous posez la question, c'est donc une combinaison linguistique binaire qui va vous retenir, parce que vous voulez savoir justement le contenu. C'est un choix stratégique que nous faisons. Nous avons jugé bon de faire. Voilà un peu. Cela dit, d'abord à vous, messieurs, il faut bien vous dire bonjour, monsieur Ramaille. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour aux amis du plateau, bonjour cher Nico et Amandré. Et donc, le thème est très enrichissant aujourd'hui, parler de grands hommes comme Patrick Saint-Éloi, parce que c'est l'anniversaire de sa mort, c'est un sujet intéressant. Et puis, toutes les problématiques que nous rencontrons concernant les problèmes de l'environnement, et on a vu avec Fiona, peut-être certainement une conséquence de ces problèmes qui touchent la planète et que nous allons débattre. Alors, bonjour à tous et bon dimanche à tous. Et surtout ceux qui sont dans la détresse de Fiona, eh bien, bon courage. C'est bien dit. À toi, René Bouchon, ça vous partez la dimanche passé, dimanche dernier. Vous étiez quelque peu handicapé parce que l'absence est toujours très riche pour nous. Alors bonjour à toi. Bel bonjour à tout le monde, bel bonjour à toutes. C'est la première fois, effectivement, nous avons ouvert nous après quelques temps. Après la rentrée. Au moins. Et bel bonjour à Nico, qui en bas là, mandré quand on a un téléphone de temps en temps. Oui. Espérons les collègues qui partent là aujourd'hui là. Mais surtout, un grand Québécois pour tout Guadeloupéen qui prend fait en bas tempête là qui passe là et qui parfois pète dans l'hôpital. On a un gros espoir que la solidarité qui permet que très rapidement, nous peut retrouver tout le bouteille et que nous peut continuer à partir des plus belles. Voilà. D'avoir ça qui fait partie de la réalité à pays en nous. Oui. Qui cyclone, qui tremblement de terre, qui souffriait. Et il faut nous savoir vivre avec, apprendre à vivre avec, et savoir maîtriser tous ces phénomènes-là. Ça. Vous pouvez venir ça. Voilà. Très bien. Donc, c'est un grand bonjour à tout le monde. Un grand bonjour. Et bien sûr, un grand hommage à Patrick Saint-Éloi, qui, au-delà des chansons et autres, porte un but important pour Guadeloupe. C'est-à-dire, apprendre à réfléchir à les réalités. Voilà. Quand nous allons nous quitter en fin d'émission, nous aurons le morceau de Choisi de Patrick Saint-Éloi. Venons donc à la visio. Nico, je pense que tu es connecté. Ah, on est content de te voir. Bonjour à toi, Nico. Bonjour Jean, comment ça va? On t'entend bien. Alors, tu vois, aujourd'hui, nous avons... Merci d'être avec nous. Notre plateau, quelque peu restreint. Nous avons eu au dernier moment le message de Raphaël et d'Edouard qui ne peuvent pas être là parce que tu sais, Guadeloupe, c'est une journée assez particulière qui est marquée par l'événement des 2 jours passés, le Fiona. Moi-même, il m'était très difficile de me retrouver ici sur le plateau parce que les routes sont pratiquement encore inondées. Alors, Nico, à toi, bonjour. Écoute Jean, je te salue. C'est avec beaucoup de plaisir que même de loin, je suis là avec vous. On est très content là encore René, là, c'est bon. C'est Bougan, c'est Bougano, quoi. C'est un pilier à l'émission là. Ça, surtout, il donne une coloration que tout le monde aimait. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'il soit là. C'est dommage pour Raphaël et Edouard, parce que on savent que Ténion Lubit a dit. La prochaine fois, il faudra essayer de les mettre sur le Zoom aussi, parce que la modernité, elle n'est pas faite uniquement pour les gens qui sont en France. Il peut être aussi chez nous, à Guadeloupe, peut-être, comme ça, il n'y a pas de souci. Soit vous êtes là en présentiel, ou soit vous êtes là sur le Zoom. Ça peut être très bien, je pense que faut qu'on pense à ça. Alors, il faut qu'on pense à ça. Et moi, j'attire ton attention aussi, parce que tu as certainement un produit à nous réserver, une modernité, peut-être une émission animée par Nico à milieu de la Guadeloupe, on ne sait jamais. Oui, Jean, c'est vrai, c'est un essai. Mais vraiment, j'ai besoin de votre aide, Jean. Si nous je suis partant pour... faut nous tous ensemble, parce que c'est pas facile. Mais ça va prouver
Oui. aux Caribéens qui sont ici, aux Afro-Caribéens qui sont ici en France, que la Guadeloupe n'est pas si loin, leur terre d'origine n'est pas si loin, puisque nous pouvons essayer de faire une émission d'ici de France Oui. vers chez nous, hein, et le faire en direct, en réaction, quoi. Ça, ce serait une expérience exceptionnelle. Nous essayons de faire ça peut-être prochaine fois, là, peut-être. Oui, la balle, l'idée est lancée. Hein, c'est à toi, tu as les choses en main. Tu as la balle en main. D'accord. Donc, dans les mains. Il s'agit de fois de mener la conception et puis de nous signaler cela. Je serai, en tout cas en ce qui me concerne, puisque je suis très favorable, parce qu'il s'agit d'une proposition qui s'inscrit dans la modernité. La seule chose, bon, nous avons, il y a aussi les risques de la visio, nous savons, hein, les risques de coupure, mais nous serons suffisamment souples pour pouvoir reprendre la main sur le plateau localement, au cas où il y aura un problème de visio. Donc voilà, donc cela dit. Alors, messieurs, venons donc à ce pourquoi nous sommes là, pour échanger sur la thématique que j'ai citée, mais on ne peut pas quand même entrer dans les problèmes de la Guadeloupe, que tous nous connaissons, sans avoir ce regard attentif, ce regard, je dirais, aussi d'inquiétude, n'est-ce pas, concernant ce qui s'est passé, cet événement, cette tempête Fiona qui nous a annoncé, je dirais, de manière tragiquement, qui nous a rappelé tragiquement que nous aussi, que la Guadeloupe aussi est concernée, en tout cas, et n'est pas déconnectée des problématiques mondiales. Vous savez, il y a des risques cycloniques, on le connaît, qui sont là. Alors, d'abord, Fiona, qu'est-ce que... Vous étiez là, vous avez vu le phénomène, vous avez vécu, en quelque sorte, comme moi-même. Alors, qu'est-ce que vous avez... C'est traumatisant. Nous sommes habitués, mais il y a un mais. Alors, c'est vrai que c'est toujours, comment dirais-je, douloureux au lendemain de ce genre d'intempéries. Cependant, nous sommes en Guadeloupe, enfin de la chaîne Caraïbe, nous sommes concernés par ce genre de phénomène. Nous sommes habitués à gérer ce genre de phénomène. La population n'est pas novice et nous savons tous qu'un jour, ça peut arriver, parfois même plusieurs fois dans l'année. C'est la période cyclonique. Fiona, même si c'est vrai que c'est très douloureux, mais la Guadeloupe a déjà connu pire. Nous avons eu Hugo, nous avons eu... c'est quand même un cyclone de référence. Fiona n'avait rien de cyclone. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup d'eau, mais lorsqu'on a vécu Hugo, on s'est relevé. On a vécu avant Hugo, on a eu d'autres. Hein. Bon, pour les plus anciens comme moi-même, il y a eu Cléo, il y a eu Inès, il y a eu Maria. Après, donc, ce sont des cyclones qui ont été violents, mais le plus violent que nous avons connu, il y a eu Louis, qui a fait des ravages en Guadeloupe, un peu moins, mais sur Saint-Martin, qui avait touché Saint-Martin sérieusement, Irma qui avait touché Saint-Martin très sérieusement, et Saint-Martin est toujours en reconstruction par d'Irma. Donc, nous sommes habitués à ce genre de phénomène. Hélas, personne ne souhaite être touché, mais il faut on doit vivre avec ça. Et je dis, par expérience, Fiona a été... Quoi qu'on dise, les autorités ont quand même bien préparé l'arrivée de ce phénomène pour la sortie des classes, les préparations, les pompiers qui devaient aller par-ci par-là. Les dispositions ont été prises, il y a eu le temps, il n'y a pas eu d'affolement, même si vendredi midi, il y a eu une surcharge des routes. Pour moi, c'était normal. Tout le monde a été averti qu'il fallait laisser à midi. Mais 2 ou 3 heures après, les gens sont rentrés chez eux, se sont préparés à recevoir Fiona. Donc, il n'y a pas eu véritablement de panique. Pour moi, c'était très bien préparé. Contrairement à Lénie et Marilyn, ça, c'était autre chose. Mais hier, pour Fiona, c'était plutôt... relativement bien préparé, la sortie des classes et tout ça. Donc, ceux qui sont dans la souffrance,
c'est vrai que ceux qui ont été touchés, notamment par l'eau, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vent, hein, on ne peut pas dire que le vent a fait des dégâts, ni même la mer, on n'a pas eu beaucoup de mer, même si on a eu des vagues quand même très sérieuses. Mais c'est surtout la pluie, et les autorités avaient annoncé la pluie, et c'est la pluie qui a causé tout ce que nous avons connu, des ponts arrachés, des maisons parties, un mort à Basse-Terre. Donc maintenant, il s'agit de reprendre la vie, reprendre le cours de la vie, et à la demande des autorités locales, il y a eu... déjà la prise en compte de catastrophes naturelles sur la Guadeloupe, et donc les gens devraient commencer à se préparer, les paperasses en tout cas, pour se faire rembourser des pertes qu'ils ont connues. Mais il y a la solidarité locale. La Guadeloupe est un pays solidaire, quoi qu'on dise, hein, quand il n'y a pas de problème, on ne voit pas la solidarité, mais je sais que la Guadeloupe, on a vu ça après Irma, mais après Hugo aussi, cette solidarité locale et cette solidarité aussi entre les îles, notamment entre les îles françaises, quand il y a une qui est touchée, l'autre qui intervient. Tout ça, ça fait partie de notre vie, et c'est extraordinaire, cette solidarité locale et cette solidarité nationale qui est en train de se mettre en place. Voilà, ça dire, voilà, on note bien la solidarité locale. Les Guadeloupéens s'entendent, nous sommes bien habitués à ce phénomène, mais il y a toujours malheureusement des disparus. Il y a eu un mort en Guadeloupe, il y a eu des dégâts aussi. Des dégâts sont significatifs, hein, en termes, je pense, de destruction. Et il va falloir aussi reproduire, je crois que tout le monde va s'atteler les institutions, et chacun notera, eh bien, la chose fondamentale, c'est-à-dire il faut faire toujours très attention pareil. Alors, notre ami René, oui. au phénomène-là, au Vivli, oui, tu es là. Oui, en Vivli, hein, de toute façon, si on regarde, on peut faire aussi vite ça. Fiona, c'est certainement une petite fille à Hugo, puisqu'elle est arrivée en même jour que Hugo est arrivé. Mais une petite fille qui, heureusement, pas arrivée à maturité, hein, c'est-à-dire pas au stade adulte, il est au stade adolescent, même si en tant qu'adolescent, il faut l'obéir. D'avoir, si tu es au stade à Hugo, si tu es au stade de cyclone, bien pour autant, nous t'es certainement né, puis des gars qui sont. Alors, c'est vrai que Fiona, c'est surtout une question de l'eau là, qui c'est un paquet de problèmes. La pluviométrie. Et pluviométrie là, qui, en fin de compte, a bien montré nous que faut nous faire très, très, très attention en matière d'occupation de sol, de construction, etc. Il faut nous faire très, très attention à pas faire parfois n'importe qui bien et à prendre des précautions. Puisque le problème à l'écoulement de l'eau là, il est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas été ni dégâts, mais en cas songer qu'à l'époque, où ça généralement, tout un certain nombre de côtés, en particulier la Ténimone et tout ça, tenir un certain nombre de ravines qui ont été creusées, qui ont été faites, etc. Et nous battons encore à l'époque où ils ont décidé que pour plus de rentabilité, il y aura plané tout sol là, notamment Conne en particulier, et ils couvrent pas que ravines, résultat. Ou t'as une idée, là, t'as une grosse lapis, ou t'as une idée côté, c'était des véritables champs de l'eau, puisqu'il y a des champs à Conne. Mais il y a un véritable problème à la circulation de l'eau là, et au cas, constater aussi qu'il y a un problème au niveau à certaines constructions, parce que des ponts qui ont fait échapper comme ça a interrogé. Donc, en matière de construction, il y a toute une réflexion à nous, de façon que nous sommes capables de s'ouvrir face à des phénomènes qui risquent d'être de plus en plus virulents, hein, puisque nous savons. Nous voyons ça qui a passé aussi, même en Europe, où il n'y a pas de connaître cyclone, ni etc. Nous commençons à connaître ces mêmes vidéos et tout ça. En réalité, nous avons un problème de modification de température, de changement, etc. au niveau mondial, et que ni des phénomènes qui sont de plus en plus importants. Donc, son problème qui est à réfléchir par la suite en l'air. Mais effectivement, bon, solidarité là a joué, solidarité là qui continue à jouer entre Guadeloupéens, etc. C'est dommage qu'il y ait un mort à la situation là, ça. Et en cas quoi, très sincèrement, que c'est surtout une véritable éducation à ce que ces phénomènes-là, ça a existé, qui a fait partie des éléments naturels à payer en nous, tremblement de terre, cyclone, enfin tempête, dépression et volcan là. Une véritable éducation depuis un niveau à l'école, de façon que les gens apprennent à vivre avec ces phénomènes-là, ça, et surtout apprend
ont véritable des dispositions par rapport à ces phénomènes-là, ça, pour qu'il y ait le moins de dégâts possible, même si nous savons qu'il y a toujours un certain nombre de dégâts. Voilà. Eh bien, c'est bien. Alors, on revient donc à la vision. Hein, notre ami Nico, qui nous écoute, participe aussi à cette émission. Nico, la Guadeloupe, Oui. La Guadeloupe a son histoire cyclonique. Il y a une histoire du cyclone en Guadeloupe. On les a cité quelques noms de ce phénomène, un phénomène extrêmement tragique. Et aussi, nous assistons, nous connaissons que dans ce pays-là, il existe ce qu'on pourrait appeler une culture cyclonique, une culture du cyclone. C'est-à-dire, à ce moment, quand il y a un pareil, je dirais, période, il y a des réflexes à avoir, mais force est de constater qu'on a toujours cette peur, parce qu'on ne mesure pas toujours préalablement la dangerosité, si je puis dire, du phénomène. Alors, Oui, c'est vrai. tu as eu, les formations est arrivée à toi, les moyens oui. de communication, moyens modernes de communication, tu as vécu à ta manière le phénomène. Alors, D'accord. qu'est-ce qu'il y a à en dire Oui, Jean. selon toi? Tu as mis le doigt sur deux mots sur lesquels je veux réagir. D'abord, tu as dit la culture. Et après, tu as dit la peur et l'incertitude. Alors, pour la culture, et là, je suis à 2000% d'accord avec ce que vient de dire René, il faut passer de la notion de risque à celle de culture. Parce que nous sommes Guadeloupéens, nous sommes en Guadeloupe. Et donc, c'est culturel. Il faut éduquer la Guadeloupe, lui rappeler qu'elle est de culture cyclonique, qu'elle est de culture sismique, qu'elle est de culture volcanique. C'est notre pays, c'est notre histoire, c'est comme ça nous y est, et il faut faire avec ce que nous sommes, de manière préventive, de manière éducationnelle, et de manière, en tant qu'hommes et femmes debout, dans l'adversité. Et ça, là, vraiment, je reconnais, René, c'est l'éducateur qui parle, ça c'est clair. Le problème là, c'est ça. Comment éduquer le peuple guadeloupéen à ce qu'il soit ce qu'il est, hein, qu'il devienne ce qu'il est. Hein, bon, dans ces trois niveaux de culture, qui ne sont pas des risques, mais qui sont des faits culturels incontournables. Bon. Et donc, il faut que nous puissions bâtir autour de ce que nous sommes. Bon. Alors, par contre, Jean, tu as dit une chose, tu as dit les peurs et les incertitudes. Ça aussi, c'est un problème, ça. Parce que souvent, Jean, le problème en nous, c'est que nos croyances nous perturbent. Hein, l'état de croyance nous perturbe. Hein. Et puis, la pensée magique aussi nous perturbe. Bon, peut-être c'est un peu tôt pour dire ça, pour parler de ça, parce que nous sortons à peine de la sidération, nous sommes peut-être dans le temps de la compassion, peut-être le temps des questions n'est pas encore venu, mais ça me démange un peu hein, de dire aux Guadeloupéens, faut nous réalistes, faut nous faire face au réel. Le temps des croyances, c'est pas le champ le plus certain pour affronter l'adversité. Et puis la pensée magique, c'est pas non plus le principe le plus, efficace pour faire face à ce réel-là. Hein. Culture, d'accord, mais croyance et pensée magique, c'est dommage que Raphaël n'est pas là, je l'aurais provoqué là-dessus. Hein. Faut nous faire face. Faut nous faire face dignement et solidairement, comme l'a dit René tout à l'heure. Eh bien, merci sur ce point. Nous constatons bien entendu que nous ne pouvons pas maîtriser à 100%, si on peut dire, le phénomène. Mais reconnaissons ensemble que depuis Hugo, même avant Hugo et Inès, ensuite tous les cyclones qu'on a connus, Hugo, les tempêtes, le moment, je dirais, de grande violence climatique, en quelque sorte, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a des progrès de fait, énormément. Mais on ne peut pas maîtriser le phénomène, je dirais, à 100%. Depuis notamment Hugo, on a vu que les modalités, les conditions de construction, les règles de construction, quelque peu, on les a changées, mais il y a à faire un peu, c'est une responsabilité collective on retrouve à la fois les collectivités, les bailleurs, les aménageurs, les citoyens, tout le monde se trouve concerné là-dessus. Alors, on m'annonce une page publicitaire. Nous allons laisser cette page parce que, vous le savez, télévision, pas qu'à mâcher, sans publicité. Nous revoilà. Alors, après cette coupure publicitaire,
le plaisir pour moi de vous annoncer qu'il y aura une petite coupure de l'émission, puisqu'il y aura une intervention des autorités, très probablement de la représentation de l'État, du représentant de l'État sur les questions d'actualité, la question d'actualité qui concerne notre pays, à savoir très probablement le mauvais temps. Alors, ce représentant, le représentant de l'État sera interrogé, il y aura donc une communication là-dessus. Donc, il se passera au niveau de l'émission une petite coupure et nous nous retrouverons après cette intervention-là. À ce stade, je vais donc poursuivre cette émission. Nous allons poursuivre ici sur le plateau. Je pense que Nico nous a entendu. Il est bien au fait de ce petit changement qui intervient en cours d'émission. Je le répète, une intervention de la représentation de l'État, du représentant de l'État, je suppose, sur la question du moment. Alors, messieurs, dans la progression de notre émission, avant cette prise en main par le direct, alors, messieurs, il s'est passé quelque chose, enfin, un événement politique, je l'appelle ainsi, dans une commune à l'est de la Sainte-Anne, commune de Sainte-Anne. Vous êtes bien informés, après des élections législatives, nous avons eu du changement, des maires qui laissent leur poste à d'autres personnes de leur équipe. Alors on a vu ce cas à Sainte-Anne, où quelque chose, quelque peu, je dirais, pour moi, on a du mal à qualifier, en tout cas. Est-ce que c'est lutte fratricide, n'est-ce pas, entre des frères? Et il y a aussi ce qui s'est passé de manière beaucoup plus cool, dirait-on, à Saint-Claude. D'abord Sainte-Anne. On ne sera pas très très long sur ça, puisque revenir à un truc. Sainte-Anne. Alors, comment est-ce qu'il s'agit-il? Moi, j'ai appelé ça guerre des grands dents. Parce que vous savez, chez nous, vous savez, le roi du monde, la personne a des grands dents. Donc, on a l'impression qu'on a eu là, si vous voulez, le scénario d'une guerre des grands dents. Alors, monsieur Ramaï, là-dessus, qu'est-ce que vous pensez? Bon, c'est toujours compliqué de se prononcer sur ce genre de situation. C'est pas nouveau, hein. On a connu ça à Désirade, on a connu ça au Lamentin, on a connu ça même au Moule. Il y a eu des soubresauts de ce type-là. On a connu ça à Bémao. Bon, donc c'est pas quelque chose un peu... j'en passe. Donc, et c'est toujours compliqué de se prononcer parce que dans le monde politique, la version officielle et la version officieuse, des fois, il y a tout un monde. Et des fois, il y a des convergences par derrière que lorsqu'on vient pour parler d'une situation, je dirais, qui rentre dans la vraie vie, c'est toujours compliqué, il faut être très prudent. Et eux-mêmes, je parle des bâtisses, que ce soit l'ancien maire ou l'actuel maire d'aujourd'hui, se sont envoyés la balle, et notamment le nouveau maire, disant que c'est peut-être un coup monté de la part de l'ancien maire pour faciliter, qui était dans le but de faciliter l'élection de son frère. Maintenant, on entend l'inverse aussi. Donc, et puis, bon, j'ai connu cette situation aussi en tant qu'élu, à Moule. Et il y a toutes sortes de choses possibles et imaginables ou inimaginables qui se passent pour arriver à cette situation qu'on a, par exemple, à Sainte-Anne. Donc, des fois, ça peut être une situation saine, mais des fois aussi, il y a des situations malsaines dans les propos, dans les relations, dans les trahisons, et d'autres choses aussi. Donc, je ne vais pas me prononcer davantage, mais pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement difficile et nouveau dans le monde, dans le paysage politique, notamment de la Guadeloupe. Alors, on me signale le direct qui avec la représentation avec les autorités. Il y aura donc une coupure. Hein. Alors, Nico, tu nous entends, tu es en visio. Il y aura donc une coupure. Après cette intervention, il y aura une progression. Nous allons revenir à un autre sujet. Voilà.
peut faire. Donc vous voyez, le maire et le préfet font le tour du quartier. Se rendre compte de la situation. Par la même occasion, les services de la municipalité, du CCAS, relèvent des personnes qui sont sinistrées pour pouvoir pallier aux aides. Déjà libéré l'accès là-bas. D'accord. Monsieur le maire. Monsieur le maire. On a déjà rétabli l'accès de la voie littorale. On a déjà ouvert, parce que quand même circulé. On va également aussi les cas de protection de part parce que ce qu'on a compris, le poste a risque d'être fermé. Donc des gens en libère l'accès. Voilà, nous revoilà. C'était donc tout simplement un clin d'œil, je dirais, appelons-le comme ça, hein, qui, je dirais, qui s'insère bien dans notre thématique, je dirais, du jour, la Guadeloupe, crisis. Vous qui reprenez cette émission en cours, hein, je reprécise, hein,
que le titre, c'est une combinaison linguistique binaire qui sert tout simplement d'accroche à l'émission. Donc, cela dit, nous revenons à notre sujet. Je pense que vous n'avez pas perdu, je pense, votre aplomb, malgré cette coupure, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'il en est de même pour Nico, qui nous écoute. Alors, messieurs, poursuivons. On a pensé à un moment donné qu'il s'agissait de stratégie concertée pour ce qui concerne Sainte-Anne. Et puis, nous avons entendu le maire sortant, ses propos, et on s'est dit que certainement que c'était bien autre chose. Et nombreux sont ceux qui ont pensé qu'il s'agissait non pas de guerre fratricide, mais de stratégie concertée pour un peu jeter le trouble auprès de l'opposition. Je ne sais pas. Alors, René, ça n'est plus phénomène, mais quand même, ça on pense aider ça. Non, pour moi, c'est une illustration à un certain nombre de violences politiques ni un pays là, ça qu'a fait que ni un certain nombre de gens qui ont fait passer l'intérêt personnel là, avant l'intérêt politique général là, et familial. Bon, c'est tout, hein. Ça veut dire que bon, c'est ça a bien montré pour la responsabilité politique. Là, on a une responsabilité politique, une équipe qui a été présentée dans le conseil municipal et qui a élu, il y a quand même une cohésion qui doit tenir dans l'équipe là. Bon, cohésion là, manifestement pas tenue. Faut que la vigne de par qui monde, ça c'est l'avenir qui dit nous ça. Est-ce que ça va venir de Bellal même ça va venir de ça c'est d'autres problèmes. Mais cette manifestation visiblement a des intérêts particuliers qui capent la main en intérêt politique général. Bon, pour moi, c'est son résultat ça qui existait en pays en nous déjà et qui nous voulait faire disparaître de plus en plus. Sinon, la population là, il paye une confiance en commun, ne pas parler politique. Parce qu'il dit tout c'est pas pour propre intérêt personnel là. Bon, ni notre élection qui passait là, c'était effectivement Saint-Claude, où ça passait de manière beaucoup plus, disons, normale. Mais ça qui passait cette année-là, bon, moi, on pas fait de ça, on mettait particulièrement important, là. Ça a existé, ça a déjà existé. Rappelez-moi, puis sans l'âge peut-être, qu'à Bouillante, on liste conduite par le docteur Virac, arrivé en tête. Virac à l'époque. Face à Canop. Oui, et que dans l'islam, ça a tenu en alliance Virac et Canop, et qu'au moment de l'élection à Mela, coup de théâtre, l'opposition et Canop, voté Canop, mais et depuis lors, Virac n'a pas représenté l'élection parce qu'il trouvait ça trop mal propre et il dit pas qu'il y a dans ces députés encore. Et donc, ça a existé et ça a toujours. Et les gens qui font coup d'État là, ça ont trouvé soutien à des groupes politiques encore, appelez-moi Péjabou, Fongra, Ticadicaire, Canop, tenir raison, fait ça, etc. Ça a montré que parfois la magouille politique a dans mais au sein de nous aussi. Et que faut nous sortir dans la logique là, ça, pour venir dans la logique de responsabilité politique. Voilà. Alors, Nico, nous sommes avec toi, tu es avec nous, je suppose que la visio fonctionne bien. Oui, tout à fait, c'est bien. Nous avons une coupure sur la question du cyclone. Oui. Nous revenons donc à nos préoccupations aussi sur la question de Sainte-Anne. Je pense que c'est un phénomène, mais je disais que certaines personnes ont pensé qu'il s'agissait là de stratégie discrète, stratégie concertée des Baptistes. Mais on a entendu la déclaration du maire sortant. Me semble-t-il qu'il n'en est rien, et que tout simplement, il s'agit de ce qu'on qualifie quelquefois de grand dent de la part de l'acteur, n'est-ce pas? Alors Nico, qu'est-ce que tu as à dire concernant ce phénomène-là? Ce qui s'est passé, cet événement, si on peut dire, de la sorte. Si tu veux, Jean. Alors, pour pouvoir en finir avec la question du mauvais temps, c'est vrai que j'ai vu apparaître sur l'écran la chaîne un peu compassionnelle aujourd'hui des responsabilités, quand même. Le temps de la compassion, je pense, passera.
Parce qu'on peut voir l'État, on voit les collectivités locales ou majeures, on voit les entrepreneurs, on voit peut-être l'usager lui-même. Et c'est vrai que quand on aura fini le temps de la compassion, il faudra poser les questions. Et peut-être les questions vont-elles déboucher sur des responsabilités. Parce qu'il ne s'agit pas d'exonérer les responsabilités en décrétant la catastrophe naturelle pour que la caution de l'État puisse permettre d'indemniser rapidement les gens et jusqu'à la prochaine fois. Bon, ça c'est pour conclure ce volet-là. Ce temps-là viendra. Bon, tu as parlé maintenant de Sainte-Anne et donc de la politique. Ça me permet, petite parenthèse, de saluer la mémoire de Georges Luisor. Hein? Merci. Oui. J'ai appris son décès. Georges, c'était en Bourg assez... enfin, que j'ai connu à ses débuts. Assistant parlementaire. Directeur du cabinet de Georges de la Rive-Tard. Oui, je sais directeur. Et grand, qui a vraiment qui était porteur de beaucoup de promesses. Hein. Elles n'ont pas toutes été tenues malheureusement, mais je tiens à saluer un jeune Guadeloupéen qui arrivait, qui traversait des problèmes. C'est vrai, c'était pas simple finalement, mais je l'ai connu à un moment où initialement il était porteur d'espérance. Et ça, je salue cette chose-là en lui. Et comme c'était, qu'on le veuille ou pas, un camarade socialiste, je le salue. J'espère que les socialistes auront la mémoire pour saluer sa mémoire. Bon, pour Sainte-Anne. Tu sais, à Sainte-Anne, pour nous parler franchement, ce qui est important, c'est pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Enfin, d'après moi, hein. Ce qui est important, c'est est-ce que ça profite ou ça profite pas. C'est ça la question. Parce qu'en politique, malheureusement, ce qui est important en politique, c'est pas la vérité, c'est l'opinion. La question, c'est ce qui ressemble à un coup. Est-ce que c'est profitable ou pas profitable aux auteurs du coup, selon aux auteurs présumés du coup? Je pense que Christian Baptiste a intérêt à passer rapidement à autre chose. Parce que, oui, il faut qu'il passe à autre chose. Parce que si il continue à intervenir à la radio, passer à la télé, dit c'est pas moi, c'est un tel, etc., il va faire en sorte que l'opinion va le suspecter. Et donc, qu'il soit responsable ou pas, si l'opinion le suspecte, il est pris. Donc, la politique, c'est l'opinion, c'est pas la vérité. Hein? Bon. Par contre, je donne aucun crédit, ça c'est Nico Italique personnellement, hein, à nos hommes politiques, ils sont capables de tout. Hein? Mais dans le cas d'espèce, le dossier Christian Baptiste, je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas d'arguments, mais c'est l'opinion qui est le vrai juge du politique. Et pour sortir de là, il a intérêt, à mon avis, à passer à autre chose, je pense, et à agir dans l'intérêt de la population s'il peut le faire. C'est ça qui me préoccupe le plus. Ça, voilà pour Sainte-Anne. Mais je crois qu'on ne doit pas s'apesantir trop longtemps, à mon avis, sur cette affaire-là. Ça ne change pas les problèmes de la Guadeloupe, ça ne change pas... Ça n'a pas d'incidence sur le plan local d'urbanisme. Ça concerne Sainte-Anne. Ça n'exonère pas les responsabilités. Et on m'a dit, d'ailleurs, il dit moi que là, c'est Christian Baptiste lui-même qui était capable de m'emmener à Sainte-Anne, avec les gens, le problème de d'écoulement d'eau. Il est actif sur le terrain. Et alors, ce qui est intéressant quand même, on me dit, on le voyait plus que le maire. Hein? On le voyait plus que le maire. Et ouais, c'est ça, il dit, ouais, pas ça. Hein? Bon, mais il agissait en tant que député de la circonscription, c'est ça, il dit, ouais, voilà, ça c'est... Voilà. Mais ça, c'est des postures, j'espère, franchement, la Guadeloupe véritablement, hein, mérite d'avoir des élus campés sur les problématiques, hein, et non pas sur les épiphénomènes. Et c'est ça qui, à mon avis, sinon l'opinion elle-même peut se retourner contre ceux qui fomentent ou ne fomentent pas les mauvais coups. Contre ceux. Je crois qu'il y a des inquiétudes à se faire. Comme on dit, les attitudes, vamos a ver. Alors, je voulais quand même ajouter deux petits mots concernant cette affaire-là et de manière globale. Quand on regarde, moi, je suis partisan à ce qu'il y ait des élus. On a besoin d'élus. Dans une démocratie, on a besoin d'élus. Quel que soit le beau politique, hein, on a besoin d'élus. Et on a besoin d'élus qui travaillent.
On a besoin d'élus qui donnent des résultats. On doit voir qu'est-ce qui se passe, l'évolution entre le début du mandat et la fin du mandat, en tout cas au renouvellement du mandat politique. Or, aujourd'hui, la population, que ce soit ici comme ailleurs, peut-être plus qu'ici, on a l'impression que nos élus sont là pour souvent leurs affaires personnelles. Et on a vu ça à Sainte-Anne. Bon, il faut garder sans famille, on a vu ça à Pointe-à-Pitre, on a vu ça dans d'autres communes. Et ça, je trouve ça plus orienté vers des intérêts personnels que vers des intérêts, l'intérêt général du pays. Moi, le bord politique, ça m'importe peu. Ce qui est important, c'est d'avoir des élus qui donnent des résultats. On n'a pas besoin de communication. La Guadeloupe a progressé dans son niveau de compréhension. Nous ne sommes pas, comment dire, pour donner une référence à Tassouin, la Guadeloupe est éclairée, les enfants sont éclairés, on a beaucoup d'intellectuels ici, donc on comprend. Il y a des choses peut-être qu'il faut expliquer plus que d'autres, mais on ne peut pas dire qu'on est à l'état primaire. Et souvent, j'ai l'impression que nos politiciens croient que nous sommes des brebis et qu'on ne comprend pas. Comme c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont l'argent des contribuables, c'est eux qui... Ils sont un être différent et au-dessus des autres. Or, l'élu doit rester les pieds sur terre. On doit rester dans, comme je dis souvent, dans la vraie vie avec la population. Et pour pouvoir cheminer, par exemple, vers des évolutions statutaires, institutionnelles, que sais-je, eh bien, on a besoin d'élus qui donnent l'exemple, qui donnent le résultat de leur travail, la progression de ce qu'ils ont fait entre le début de mandat et la fin de mandat. Et je pense souvent le cas... Et nos élus ici n'aiment pas tellement ce modèle-là. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas calquer ce qui se passe ailleurs et venir l'imposer ici. Mais le cas de Saint-Barthélemy qui est à côté, c'est quand même un exemple où il y a des bonnes choses à prendre pour voir comment, avec peu, parfois avec presque rien, on peut connaître en tout cas installer un système qui fonctionne où tout le monde trouve son compte. Et donc, c'est ce que j'attends de nos élus. Moi, je suis partisan qu'il y ait des élus, qui donnent des résultats de leur travail, qui soient au travail, au service de la population, et non pas au service personnel ou familial. Voilà. Donc, on va donc avancer sur notre thématique, hein, la Guadeloupe, des crises, c'est ce que c'est. Alors, messieurs, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous l'avez entendu, ce pays Guadeloupe, comme on l'appelle, fait partie de grands ensembles. Il y a l'ensemble national, il y a le supranational, l'Europe, et que ces ensembles, si vous voulez, eux-mêmes sont frappés par les aléas, les fluctuations du global. C'est-à-dire, il y a tellement de turbulences dans le monde, que ce soit, on va les citer, sur le plan économique, social, alimentaire, énergétique, écologique, environnemental, climatique, sanitaire et aussi sécuritaire. Et nous constatons que ces turbulences-là, qui affectent le global, se déclinent chez nous. Nous n'avons pas la mainmise sur tout, et nous supportons très mal les conséquences, l'impact des problèmes de ces turbulences. La question fondamentale, bien entendu, c'est de comprendre le phénomène et aussi de poser la question quelle alternative possible pour s'en sortir. Alors, messieurs, quand on regarde cette situation en Guadeloupe, ma foi, elle est caractérisée de morosité, hein, sur le plan économique, social, alimentaire, énergétique. Vous voyez, quotidiennement, on en parle. Alors, il faut bien commencer. Monsieur Ramaille, sans doute, comment les choses se présentent véritablement chez nous? Cette crise-là, qui ne vient pas, je veux dire, elle ne prend pas d'essence. On a l'impression que c'est quelque chose de congénital. Du fait que nous venons d'un ensemble, eh bien, nous supportons les conséquences, parce que justement l'ensemble national et supranational est connecté aussi au monde, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez, c'est pour vous, hein, allez-y, hein, une situation un peu
chaotique, monsieur René Bouchon, son petit problème, nous, comment aborder cette question-là, ça? Non, moi, vous parlez tout à l'heure. Enfin, là, on t'a parlé, on est sorti de la période d'abondance. En passant à qui moment donné, une période d'abondance en Guadeloupe. Ah oui, oui. Puisque, en réalité, nous vivons une période d'abondance. Bon, ça qui nie, c'est, à moins que nous avons abondance, la surconsommation. À partir d'un moment là, ça, oui, ça, au période d'abondance, la surconsommation. Oui. Mais justement, cette surconsommation-là, ça, qui crée une destruction pratiquement à toute possibilité de développement en production et qui crée une situation sociale qui a fait que nous, qu'a trouvé nous de plus en plus dans la dépendance. Donc, c'est dans ce système-là ça qu'il faut sortir, certainement, pour trouver un système où le développement a la priorité. Et dans le cas de développement-là, ça, on ne peut pas envisager un certain nombre de problématiques qu'il faut mettre en place. Problématique à la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comer au cerveau des gens, mais qu'on a produit majorité à ça qu'on a consommé en pays et non pas qu'on a atteint la souveraineté alimentaire qui a touché tant l'agriculture que la pêche, c'est-à-dire tout ça qu'on considère la nourriture et autres à la population là. On ne peut pas garder problème aussi à l'autonomie énergétique. D'avoir, nous ni des éléments, et de plus en plus à présent, tout le monde a vu ça, que nous ni des éléments fondamentaux qui permettent nous d'arriver à l'autonomie énergétique et à passer nous en grande partie d'importation de produits pétroliers et autres énergétiques qui sont liés à des produits polluants. Nous ni le solaire, nous ni la biomasse, nous ni tout un certain nombre d'habitants, mais nous ni une richesse fondamentale qui c'est la géothermie. Or, justement, richesse là, ça, il brimait à l'heure actuelle. Il brimait fermé. Il n'est pas contrôlé par nous et il n'est pas conçu en tant qu'élément de développement, sauf à travers bouillanteur au mat, mais à passer le côté-là, que la géothermie a existé et qui peut être développée en pays en nous. D'autres, j'ai travaillé en l'ESA. Bon, Gérald Bougré, à un moment donné, même si moi qui travaille avec Gérald Bougré, à un moment donné, a posé moi des questions, allez, ouais, mais il faut nous aller plus loin, etc. Mais effectivement, tous ces problèmes-là, ça, c'est des problèmes fondamentaux et essentiels pour diviner un pays en nous. Et puis, il y a d'autres problèmes qui c'est utilisation à l'eau, à les éléments essentiels pour vie à Guadeloupéen et société guadeloupéenne là même. Quel type de développement qu'il faut impulser à dedans pour permettre que, en pas dire que nous arrivons au plein emploi, mais pour nous arriver à le maximum. Et puis, on a d'autres problèmes qui est extrêmement important pour moi, qui est éducateur justement, c'est le fait que nous avons un système scolaire qui cabare 25% d'illettrisme, 23% d'illettrisme. Et ça, il faut nous aussi revoir le système scolaire là, ça certainement, de telle façon que nous véritablement mettre en place ça. Il faut pour lutter contre l'échec scolaire. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas compris toujours un niveau à particulier à travail que nous avons fait au niveau à la petite enfance. Mais c'est un problème général. De même qu'il y a des problèmes à la formation et à l'orientation de la formation en Guadeloupe. Donc ça a touché depuis la maternelle jusqu'à l'université. Ces questions-là, ça extrêmement important pour nous sortir pays en noir de vieux souliers qu'il y a dans là, et puis retrouver un chemin à plus responsabilité et plus maîtrise à développement à pays en nous. Parce que nous pas ni pour maîtrise à le développement à pays en nous. Alors ça commande aussi tout un environnement financier. Ça a posé problème à les taxes, tous ces bits-là, ça, et à les finances pour développer tout ça. Et ça, en cas quoi, c'est un problème fondamental qu'il faut nous poser en tant que Guadeloupéens, de façon que nous on maîtrise et que nous peut répondre véritablement à besoins à la population nous et à pays. Oui. Le chantier, M. Bouchon, est extrêmement vaste, un chantier important. Et oui. Un chantier extrêmement important.
Mais on va revenir peut-être à cette question de souveraineté alimentaire, parce que c'est un concept qui est souvent avancé. C'est un mot qui est souvent avancé, mais très souvent, il est important pour la clarté du débat de définir ce qu'on entend dire, ce qu'on entend par souveraineté alimentaire. Nous pouvons revenir à ça, c'est-à-dire comment tellement médit, quel contenu nous inviter à nos contenants là. Ça, c'est une question que revient peut-être dans la progression de l'émission. Et puis, je note aussi que la fin de l'abondance. On va peut-être, notre ami Nico en visio va prendre le relais là-dessus. La fin de l'abondance. Quand le centre parle de fin de l'abondance. Pour le centre. Et puis, le centre. Oui, le centre. mais il parle de la fin de l'abondance. La fin de l'abondance pour le centre, parce que toi-même, tu as précisé que nous n'avons pas connu l'abondance. Mais peut-être la situation de l'abondance, la présence de l'abondance dans le centre, le contexte dans lequel vivait le centre permettait au centre par le cordon, la dépendance congénitale, permettait tout simplement de nourrir les transferts sociaux. Et que s'il n'y a pas d'abondance dans le centre, il sera peut-être plus difficile de nourrir la périphérie, moyennant les transferts sociaux. Il n'y aura pas. Donc, d'où l'intelligence, et là je m'adresse peut-être d'abord à notre ami Nico Visio, avant de revenir à toi, d'où la question importante, comment dépasser le présent, comment d'abord dépasser le passé, parce que le passé est fait pour être dépassé, et comment entrer véritablement dans des alternatives nouvelles, n'est-ce pas, pour réussir ce quadruple, parce que nous avons entendu la fin de l'abondance, c'est-à-dire, s'il n'y a pas d'abondance, eh bien, les transferts sociaux prendront un coup, et Nico avait parlé la fois dernière de faillite, je crois que j'oublie le terme qu'il avait utilisé. Alors Nico, on t'écoute là-dessus, je pense que tu es avec nous. Oui, tout à fait, je vous entends très très bien. Jean, moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est quand tu es dans une période de transition. Bon, on les connaît, les transitions. Et que tu dis, tu vas laisser le marché gérer la transition, ça veut dire que tu vas faire trinquer les plus faibles, les plus pauvres, et peut-être la classe moyenne. Et c'est ça qui n'est pas acceptable dans le discours ambiant. On nous dit, voilà, l'abondance est terminée. Bon, ça veut dire quoi, l'abondance est terminée? Elle n'est pas terminée pour ceux qui sont dans l'abondance. Oui. Elle est terminée, et on pointe du doigt ceux qui, à cause de la transition, ont besoin d'accompagnement, ont besoin de soutien. C'est ça qui est terrible. Moi, je suis résolument vent debout contre cette façon de faire payer aux plus faibles, de faire payer à la classe moyenne et de laisser le marché gérer la transition. Il y a de la place pour la politique. Et la politique, ce n'est pas nécessairement l'assistanat. La politique, elle doit être prospective. On peut imaginer des stratégies d'enrichissement qui profitent au plus grand nombre, évidemment. Et ça, Jean, je t'attends là-dessus. Tu sais que quand je parle comme ça, je pense à l'économie sociale et solidaire. La Guadeloupe est le pays le plus propice, je pense, pour expérimenter l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire conserver la logique, la rectitude, les exigences de l'économie. Et puis, comprendre que l'économie ne peut pas marcher réellement si elle n'est pas adossée à l'utilité sociale. C'est ça l'économie sociale et solidaire. Et la Guadeloupe peut être un excellent terrain pour gérer ces transitions, non pas en laissant le marché agir, mais en montrant que nous pouvons trouver un chemin par l'économie sociale et solidaire. Bon, mais c'est vrai que nous avons quelques difficultés. Oui. Nous revenons, les difficultés, nous tout à l'heure. Les difficultés, j'en cite deux rapidement, je te laisse la parole. Moi, je vois d'abord... Je vais poursuivre. Mais je vois d'abord... Je sais, Nico, tu nous as surpris, parce qu'on ne s'attendait pas la fois dernière d'entendre le terme cessation de paiement, en faisant allusion un peu à tout ce qui tourne autour de l'appel de Fort-de-France. Donc, la fin de l'abondance... Et la périphérie appelle, la périphérie signale qu'elle est en cessation de paiement, me semble-t-il. Je crois que le lien peut être fait très bien avec
tes explications, ton analyse de la dernière fois. Si tu l'écoutes, Nico. Oui, c'est-à-dire que c'est la place pour la politique. Il faut réhabiliter le politique. Et chez nous, je pense ça fait que... nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Je pense qu'il y a de la place pour... Il y a pas, à mon avis, bon, on est saturé et fatigué d'avoir des relais locaux de quelque chose qui nous est extérieur. On est fatigué. Mais le contexte actuel est un contexte propice pour réhabiliter la politique. Parce qu'il y a à faire, parce qu'il y a à s'engager, parce qu'il y a à penser, parce qu'il y a à projeter. La période de transition peut être une période exceptionnelle pour qui décide, veut s'engager. Et comme disent certains, when there is a will, there is a way. C'est ça, je pense beaucoup à cela. Et je te dis, si au lieu d'avoir des électeurs qui sont des clients, si au lieu d'avoir comment dire, dans les partis politiques, non pas des militants, mais des supporters, on n'y arrivera pas comme ça. Et René a encore raison, le centre de cette affaire-là, c'est l'éducation. L'éducation, la formation, la montée en force de la citoyenneté, comme réponse à certaines carences qui sont visibles. Et donc, formation des gens, citoyenneté et économie sociale et solidaire comme champ, comme méthodologie pour pouvoir sortir un peu de la situation sur laquelle nous sommes. Mais la faillite, ça ne veut pas dire que ce sont les pauvres qui ont pillé la caisse. La faillite, ça ne veut pas dire que ce sont les plus faibles qui sont coupables. La faillite, ça veut dire que la façon dont la France a organisé sa départementalisation et la façon dont nous-mêmes, pour la plupart, l'avons vécu, nous a conduit à l'impasse. Et je terminerai par deux choses. C'est Césaire qui dit, je crois. Césaire, il dit, il faut cesser d'être... alors, Kissan Taubira citerait ça mieux que moi. Le carnaval des autres. Il faut cesser d'être le jouet sombre au carnaval d'autrui. Hein, et il faut cesser d'être, je crois, l'épouvantail dans les champs d'autrui. Hein, c'est ça le vrai problème. Trouver notre jeu dans le jeu qui se joue. Alors, M. Ramaille, merci Nico. M. Ramaille, alors tu as bien entendu, hein, Nico nous a dit le problème, c'est l'autre. C'est l'autre. Est-ce que peut-être nous-mêmes... C'est pas seulement l'autre, hein. C'est l'autre et c'est nous-mêmes. C'est l'autre et nous-mêmes, c'est cela. Hein, mais... Alors, Ramaille, on connaît comment dirais-je, la pertinence de ton approche de cette question. N'est-ce pas, le principe de réalité, disais-tu, pardon, la fois dernière. Alors maintenant, la vision a-t-elle changé? C'est vrai que moi, depuis tantôt, j'entends à peu près le même discours. Hein. Et de plus en plus, comme je l'ai dit la dernière fois, et comme je ne suis pas le seul, un peu tout le monde, souvent nos responsables se cachent, disant qu'ils n'ont pas les moyens financiers, mais aussi les moyens institutionnels, juridiques, législatifs pour pouvoir travailler. Et c'est une manière très élégante de dire que c'est pas moi, c'est l'autre. Or, je dis, c'est d'abord nous. Nous, avec les prérogatives que nous avons, jusqu'ici, on n'a pas su utiliser à bon escient et à totalité les prérogatives que nous avons. Et on dit, comme on n'a pas le pouvoir, comme on n'a pas la domiciliation du pouvoir, comme on n'a pas les moyens, donc c'est pas nous, donc c'est toujours l'autre. Moi, je suis pas... Moi, je vois ça tout à fait différemment. C'est d'abord nous. Parce qu'on a, avec ce qu'on a, on doit déjà donner l'exemple de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a pour faire rejaillir, pour mettre en confiance la population de ce que nous pouvons faire. Et quand on parle de l'abondance, mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal aujourd'hui, dans une période où la nature même se fâche? Les hommes se fâchent. Quand la nature ne se fâche pas, on trouve des hommes pour aller péter des bons maillots. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus normal aujourd'hui dans cette situation compliquée à l'échelle de la planète de dire qu'il faut sonner
la fin de l'abondance. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Et s'il y en a qui croient que ce n'est pas possible, qu'on peut continuer de cette abondance, eh bien, allez-y. Et je verrai comment. Et j'aimerais bien les suivre. Nous sommes dans une situation mondiale, ce n'est pas la Guadeloupe. Nous sommes dans un contexte planétaire, dans un contexte mondialisé. Lorsqu'il y a il n'y a pas de pays aujourd'hui, de pays totalement indépendants, de pays qui pouvant intervenir et se satisfaire. Et la Guadeloupe fait partie de ces pays-là. Et donc, nous allons avoir une petite coupure avec l'intervention du préfet. Donc, on va continuer tout à l'heure, mais c'est un sujet très intéressant. Alors, la coupure habitants, avec la commune, avec les autres collectivités. Voilà, il faut qu'on travaille ensemble pour dégager les axes et leur permettre de retrouver une vie la plus normale possible. Et puis le deuxièmement, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse aussi évidemment sur l'avenir. Là, on parlait de sujets de relogement. Je pense qu'il faut évidemment travailler sur les sujets de relogement pour un certain nombre de personnes. Alors, on a également pu entendre que le pont de Rivière-des-Pères est également fragilisé. La route au niveau de Calbassier, entre la zone de Calbassier et le cimetière, s'est affaissée. Beaucoup d'axes qui vont compliquer le trafic par rapport à ce que nous avons subi par rapport à Fiona. Alors oui, alors premièrement sur les ponts et notamment sur le pont de Rivière-des-Pères, les services de route de Guadeloupe sont en train de faire une expertise pour vérifier la solidité ou non de ce pont, de la même façon sur l'axe qui passe effectivement par le littoral. Mais on va avoir des conséquences importantes. Il y a un pont qui s'est effondré à Goyave, on a des portions de route qui ne sont plus utilisables. Je pense par exemple pas très loin d'ici à Rivière-des-Sens, la commune de Vieux-Fort est encore isolée aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Donc on a encore des travaux évidemment et il va y avoir des travaux lourds qui vont être nécessaires pour toutes les infrastructures. Vous appelez quand même à la population à garder son calme et à intensifier cette solidarité, puisqu'on a pu le voir sur le terrain, beaucoup de solidarité entre les gens. On voit que des gens sont sortis de Saint-Claude, un peu partout, pour pouvoir aider la population de Rivière-des-Pères. C'est ça qu'il faut célébrer, c'est la solidarité entre les habitants qui sont venus ici aider. Et on voit que la tâche est immense, c'est indispensable. Mais au-delà de cette solidarité, il faut aussi que nous, on puisse accompagner l'État avec les collectivités. C'est ce qu'on va commencer à faire dès cet après-midi. On a on a vu un message de Gérard Darmanin, le ministre de l'Outre-mer, qui a annoncé que la Guadeloupe sera, l'état de catastrophe naturelle sera déclaré. Oui, alors le travail va être en cours puisque la demande doit venir des communes, donc on va recenser tout ça dès demain et on va le faire porter à Paris. Et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a effectivement déjà indiqué qu'il n'y avait pas de difficulté, évidemment, au contraire, pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu en Guadeloupe. Alors, dernière question. Demain, on sait que nous sommes lundi, les choses vont reprendre. Comment est-ce que vous avez des consignes? Comment ça va se dérouler pour demain? Alors pour demain, il y a un sujet qui est essentiel, c'est l'école. On fait une réunion en début d'après-midi avec la rectrice, avec les maires, le département et la région, pour voir comment peuvent se passer la rentrée des élèves partout en Guadeloupe, et donc en faisant attention sur un certain nombre de secteurs. Là où les écoles ont été touchées, les collèges et lycées ont été touchés, là où il y a encore des problèmes d'approvisionnement d'eau, des problèmes d'approvisionnement d'électricité, voilà, il faut qu'on fasse un point global pour décider de faire rentrer les élèves là où c'est possible et puis de retarder là où c'est nécessaire. Merci Monsieur le Préfet. Merci à vous. Donc Monsieur le Préfet a eu ces mots. Nous aurons une situation, pour la situation un peu plus tard, afin de savoir comment va se dérouler la reprise des cours, la reprise du travail d'ici demain. À vous les studios. Voilà, merci. Donc, nous reprenons la main. Mais avant de te donner quand même la parole, cher ami Raymond, on voit bien que cette intervention s'inscrit même très bien dans le sujet du jour, la Guadeloupe crisis. C'est bien une crise, hein, puisque on peut le dire comme cela, puisque nous voyons qu'il y a là, nous sommes victimes de phénomènes climatiques, n'est-ce pas, écologiques, qui nous concernent. Et que cela me conduit aussi au regard, quand j'ai écouté notre ami Nico, à poser la question, Nico, l'économie sociale et solidaire peut-elle répondre à toutes les urgences? Quand on voit maintenant, ce qu'on voit le sujet, on a vu les photos, l'importance des dégâts, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'économie sociale et solidaire peut répondre de manière urgente et optimum à ce désordre climatique qui nous affecte, n'est-ce pas?
Alors, tu en avais parlé avant de venir. Je me permets, Nico, tu nous en avais parlé. Alors, j'aurais tellement aimé que tu t'entendes là-dessus, à moins que je passe la parole avant à Ramaï. Qu'est-ce que Allez, tu dis? vas-y. J'entends pas. Tu dis, Jean? Quelle est la question? La question, elle est claire, c'est-à-dire, suite à cette transmise, comment dirais-je, les photos qu'on a vues à cette intervention du préfet, on a vu des dégâts. Il s'agit de dégâts qui sont liés à la réalité climatique, environnementale. Et je t'ai écouté tout à l'heure sur la question, comment tu priorises apparemment l'économie sociale et solidaire. Je me posais la question de savoir, est-ce que l'économie sociale et solidaire en Guadeloupe peut répondre de manière optimum, efficace à des urgences comme celles que nous avons vues et que nous connaissons sur notre territoire? C'est intéressant. C'est une question, Bon. Oui, non, c'est une belle question. Bon, c'est clair que... Je sais qu'il y a la coopération aussi qui intervient dans ce cas-là aussi. C'est clair. L'économie sociale et solidaire ne fera pas arrêter la pluie. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Il est tempête. Bon, par contre, changer de logique. Changer de logique. Parce que peut-être que là, on voit Chimène, on l'applique à tomber, et Chimène ouvert. Hein, quand tu vois que les gens, par avidité, par souci d'argent, par souci de profit, font au plus vite, sont des court-termistes, n'intègrent pas la durée, pas qu'à respecter l'environnement, ils veulent gagner de l'argent rapidement, il y a des pressions de tous ordres et des prédateurs et des profiteurs. Peut-être que si nous t'écamétés du long terme dans notre court terme, peut-être irions-nous mieux au plan de la vie, au plan des secteurs économiques. C'est pas du renoncement, l'économie sociale et solidaire. C'est dire que la vie des hommes, c'est la première chose, c'est la priorité. On doit optimiser l'usage de la ressource, mais elle doit être mise au service de l'utilité sociale. C'est ça la question. Et on ne peut pas, d'ailleurs, le fait que l'État intervienne comme ça veut dire que finalement, le collectif a du sens. Mais s'il intervient chaque fois qu'il y a une crise, et après, il fait machine arrière en demandant à ses prédateurs de continuer à agir, s'il encourage Total qui distribue plus de profits aux actionnaires que de salaires, si les super profiteurs de crise sont ceux qui sont les modèles, on ira toujours vers ces problèmes structurels. Et c'est clair que la transition qui est nécessaire, elle doit se faire en réhabilitant le collectif. Et réhabiliter l'intérêt collectif, c'est l'un des leviers, l'un des axes de l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas la charité, qui est la logique de l'économie, l'optimisation, la rationalisation, mais à des fins d'utilité sociale. La Guadeloupe peut être un excellent terrain d'expérimentation de cette belle chose, parce que nous sommes solidaires naturels, nous devons comprendre qu'est la solidarité. Et l'économie, il faut nous réconcilier nous avec ça. Je comprends très bien l'intérêt que tu portes à cette question d'économie sociale et solidaire, d'ECO, on le sait parfaitement. C'est un sujet qu'il faut approfondir, c'est un sujet très large. Nous allons continuer maintenant avant parce qu'on m'annonce la fin, mais Ramaï, il y aurait des points à ajouter, et puis nous viendrons ensuite à ce clin d'œil à Saint-Éloi. Alors, je voulais continuer sur le sujet on a parlé de l'abondance, oui. On a parlé aussi de l'autosuffisance alimentaire. Alors, rapidement, moi je ne connais pas de pays entièrement autosuffisant, de par le monde. Donc, la Guadeloupe fait partie. Il y a eu la mondialisation de l'économie. On a vu que c'était pas véritablement ce chemin-là qu'il fallait prendre. Avec la crise en Ukraine, on a bien vu que c'est mis à mal un peu l'économie mondialisée. Et donc, il faudrait peut-être revenir et voir une forme d'échelle un petit peu moindre. Je ne suis pas contre, mais je crois que ça s'est emballé dans un sens qui, à mon avis, devrait être réexaminé pour voir comment on doit orienter cette économie mondialisée. Parlons de l'énergie. Je crois qu'aujourd'hui, l'environnement, la nature, l'écologie, effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. Et tout le monde montre du doigt le pétrole. C'est vrai que ça a causé beaucoup de dégâts. S'agissant de la Guadeloupe, et là encore, on a, notre ami René l'a dit, on a de formidables potentiels en Guadeloupe. On a tout ce qu'il faut en Guadeloupe
Et même les moyens techniques, les moyens financiers avec la région pour développer la production d'énergie. On a le soleil, on a le vent, on a la mer, on a la géothermie, qui, à mon avis, c'est l'avenir. La géothermie, on peut être largement autosuffisant. Absolument. Et d'ailleurs, Marie-Galante a un objectif d'être autosuffisant d'ici 15 ou 20 ans. Autosuffisant sur le plan énergétique. Pourquoi pas la Guadeloupe? On a les moyens et on a les ressources pour rendre la Guadeloupe autosuffisante sur le plan énergétique. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails aussi, parce que le temps nous est un petit peu court. Mais sur le plan alimentaire, moi, je ne suis pas inquiet du tout sur l'autosuffisance alimentaire de la Guadeloupe. D'ailleurs, on a vu, il y a peut-être un an, la crise, il y avait une crise ici, on a vu, nos producteurs étaient obligés de se débarrasser de produits agricoles, notamment, de l'alimentation. Donc, je ne suis pas inquiet du tout sur la capacité de la Guadeloupe d'être autosuffisant. Maintenant, il faudrait peut-être développer dans d'autres secteurs pour avoir une plus large production dans plus de domaines que ce que nous avons. Mais c'est possible sur le plan énergétique. Et c'est là, sur le plan alimentaire, c'est là que je dis que nos élus, et je termine ici, nos élus devraient prendre le taureau par les cornes, montrer ce dont ils sont capables de faire avec l'argent de l'État français, l'argent des contribuables, pour nous donner l'exemple qu'on puisse avoir confiance en nous, parce que nous avons cette possibilité et que les élus se mettent au travail. Monsieur Ramaille, alors René, nous avons les moyens. Juste une phrase. Oui, je sais bien. Nous avons les moyens, Ramaille l'a dit. Peut-être faudrait-il mieux connecter, mettre en connexion les intelligences, peut-être. Oui, non, mais c'est juste une chose. C'est pour dire que je suis d'accord avec Nico sur une chose en particulier, sur ce qu'il disait en particulier. Il faut peut-être qu'on sorte du modèle de libéralisme effréné et débridé qui nous a amené à la surconsommation et qui a créé partir à autre chose. Pour effectivement mettre en place, nous inscrire dans une société qui s'appuie sur le développement d'une économie solidaire et sociale. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que ça nous permet de sortir, de changer de paradigme. Et d'être beaucoup plus capable de répondre aux situations. Voilà. Alors, un clin d'œil à Nico pour dire le revoir, rapidement. Nico. Oui, non, rapidement, si c'est la conclusion. Vraiment, on travaille parler de ça, mais René fait ça mieux que moi. Donc, on ne va pas parler encore, René expliquer sans te blé dit là. Hein? La seule chose, c'est que les secteurs d'activité dont parle M. Ramaille peuvent être des secteurs où des entreprises de l'ESS se développent. Bon. Voilà. Et pour finir, je veux dire, parce que d'après c'est fini, je remercie les gens qui ici en France, en particulier les amis de Corail, qui se mettent vraiment à notre disposition pour que Yopé voit moins. Ils sont vraiment dévoués, désintéressés. Le salut du plateau, vraiment, pour les amis de Canada. Vraiment, c'est des gens à saluer parce que vraiment, je salue aussi la communauté. Enfin, mais moi là, ça tellement, la communauté, mais je préfère dire nous-mêmes, ici en France, nous sommes très nombreux, en le monde qui a regardé nous, et ils sont très intéressés. Il faut nous trouver une manière pour nous parler éveillés, parler d'eux aussi. Ça, c'est une troisième chose. C'est important de le dire. La diaspora. Voilà. Oui. Et peut-être, Jean, tu vois, peut-être que cette émission que nous avons essayé de faire d'ici vers nous, ce sera une occasion peut-être de faire des gens de la communauté ou de nous-mêmes venir parler de l'intérêt qu'ils ont. Parce que nous sommes très, très nombreux ici. Oui. Et il faut nous compter assis, nous-mêmes qui là, parce que toute ressource en nous, nous bisons ressources en nous pour que nous puissions sortir de là où nous sommes, du marasme que nous sommes, pour le chemin de la responsabilité. Alors, Nico, ce chantier-là, on te le confie, je pense qu'il n'y a pas de... On dit, Nico, nous, on est une petite communauté, nous, qui dit la diaspora. La diaspora. Alors, Nico, ce chantier-là, EcoClub te confie, ta qualité de clubiste, EcoClub te confie ce chantier. Ce serait avec plaisir, je crois, que nous allons recevoir les remontées. Il suffit de mettre ça en musique. Et je pense que EcoClub est très ouvert de cela à ta proposition. N'est-ce pas? Parfait. Merci beaucoup, Jean. Merci mille fois. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous étions bien dans le sujet, Guadeloupe, crisis. Ainsi termine notre émission. Nous vous disons un bon dimanche et nous allons nous séparer de vous en faisant un clin d'œil à ce grand chanteur, ce grand homme qui est Patrick Saint-Éloi qui nous a quittés. C'est l'anniversaire de sa disparition.
nous le faisons collectivement un clin d'œil en lui consacrant ce morceau qui vous plaira très certainement. Allez-y. Merci, à bientôt.